Nous sommes au salon Silver Economy Expo 2021 à Paris Porte de Versailles, qui est le principal salon sur la Silver Economy. Et nous allons parler de My Autonomy avec sa fondatrice, directrice, Marie Vial. Bonjour Marie. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter My Autonomy. Oui, avec plaisir. Donc je suis présidente et fondatrice de My Autonomy. Présidente, d'accord. Présidente. Ça rigole pas, oui. Que j'ai créée donc il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant, suite effectivement à une expérience dans la téléassistance. J'ai vraiment une expertise sur la partie téléassistance où j'ai pu évaluer le besoin des personnes fragilisées au moment où ils vont en avoir besoin, la difficulté d'accès à l'information quand ils vont avoir besoin de ce type de solution d'autonomie à domicile, et notamment la téléassistance, où il y a une multitude d'acteurs, où il y a une offre extrêmement importante, et au final, quand on va avoir besoin de ce type de solution, c'est un peu le parcours du combattant. Qui fait quoi, combien, comment, à quoi est-ce que j'ai droit, qu'est-ce qui va être adapté à mes besoins, etc. Et c'est à partir de ce constat-là que j'ai créé My Autonomy pour créer de la visibilité justement sur l'offre du territoire, sur les solutions d'autonomie à domicile. Et c'est de là que My Autonomy est parti, avec une construction par briques de services, par thématique métier, comme la téléassistance, les services à domicile, etc. Et pour créer vraiment de la visibilité sur l'offre sur le territoire. Donc c'est regroupé au sein d'un même système d'information les différents acteurs qui peuvent intervenir auprès des personnes âgées. Oui. Mais toi, tu vas... Pas que les personnes âgées, on est aussi sur les personnes handicapées. Personnes âgées, d'accord. Mais toi, tu vas même plus loin. C'est en fait qui permet à des collectivités territoriales, à des acteurs en fait d'utiliser ton système pour conseiller les administrés. C'est bien ça. En fait, l'approche de My Autonomy aujourd'hui, c'est une approche vers les professionnels prescripteurs de l'action sociale. En fait, on est développeur de logiciels métiers vraiment spécialisés sur l'autonomie à domicile, et on met entre les mains donc des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, des évaluateurs à part, des conseillers sociaux également au niveau des groupes de retraite, donc des outils numériques d'aide à la décision. C'est sous la forme de moteurs de recherche avec une identification du profil du bénéficiaire, qui il est, où est-ce qu'il habite, quelle est sa situation, est-ce qu'on est dans le cadre du vieillissement, du handicap, de l'isolement, etc. Donc un certain nombre de critères qui permettent d'identifier le profil de la personne pour arriver tout de suite sur des résultats de recherche exhaustifs. Donc ça vient taper dans nos bases de données, consulter nos bases de données pour faire ressortir toutes les informations sur les professionnels qui vont pouvoir intervenir et répondre à 100% aux besoins de la personne par rapport à un plan d'aide, par rapport à une envie, un besoin de téléassistance, de portage de repas, d'aide ménagère, etc. etc. Et donc, simplement, pour affiner en fait quand on a les résultats, parce que des fois on arrive sur 40 résultats, 50 résultats selon l'offre du territoire, on a un système de tri, de filtre, etc. et des fonctionnalités de mise en relation, des fonctionnalités de partage des informations. C'est vraiment un outil professionnel pour aider les prescripteurs à accompagner les aidants et les aider à trouver les solutions adaptées à leurs besoins. Pour qu'on comprenne bien, les prescripteurs, actuellement, ils font comment? Sur ton système, ils font comment actuellement, et avec ton système, qu'est-ce qu'ils gagnent? C'est ça. Alors aujourd'hui, clairement, les prescripteurs de l'action sociale, ils vont fonctionner avec des outils maison, c'est-à-dire avec des annuaires internes ou avec des fichiers Excel où ils ont pu identifier, référencer les proscriptionnels de leur territoire. Donc ce sont souvent des fichiers Excel avec le nom d'une structure, potentiellement un contact, etc., mais classé par ordre alphabétique. Donc finalement, j'allais dire, ce n'est pas un outil d'aide, d'accompagnement ou d'aide à la décision, aussi d'aide à l'information. Ou alors on va avoir affaire à des professionnels prescripteurs qui utilisent par exemple des annuaires, comme l'annuaire des services à la personne, l'annuaire de l'action sociale, mais qui est difficilement exploitable parce qu'en fait ce sont des bases de données où il n'y a pas de possibilité de tri, de filtre, de qualification avec toutes les références, les démarches qualité, les bases tarifaires. On a un niveau de granularité, en fait, on a un niveau d'information qui nous permet de développer véritablement des outils ultra pertinents, et la proposition de valeur, c'est surtout un gain de temps absolument énorme. Le retour de nos utilisateurs aujourd'hui. Alors le gain de temps, tu l'as comment? Parce qu'en fait, que je regarde une feuille de papier ou que je regarde ton système, il est où le gain de temps? Alors le gain de temps, justement, il est sur l'identification des acteurs et la mise en relation. C'est-à-dire que par rapport à un besoin précis, défini, j'ai besoin d'une téléassistance, d'un portage de repas, d'une aide ménagère, d'un accompagnement aux actes essentiels du quotidien sur le repas, l'aide au lever, etc., etc. Je peux qualifier tout ça grâce à nos outils et j'ai la réponse immédiate. Clairement, aujourd'hui, sur un cas classique,
d'accompagnement à l'autonomie, on va faire gagner entre 30 à 40 minutes par recherche. C'est le retour aujourd'hui de nos utilisateurs, c'est ce qu'on a pu identifier. Et sur un cas plus complexe, on va être entre 40 minutes et 1 heure par typologie de recherche de gain de temps. Donc on est vraiment sur de l'efficience, on va faire gagner du temps, on va être beaucoup plus efficace et en plus de ça, avec notre positionnement, donc de référencement exhaustif, etc., on va accompagner sur de la prescription impartiale. On va aider les professionnels, notamment du service public, à respecter leur obligation d'impartialité sur l'accompagnement, la prescription et accès à l'information. Ça, ce sont vraiment des éléments très importants, mais c'est surtout un gain de temps absolument énorme qu'on offre à nos utilisateurs et aux organismes qui utilisent nos solutions. La question que certains doivent se poser, c'est comment est-ce que tu fais pour être exhaustif dans tes acteurs qui sont référencés dans ton système, et comment est-ce que tu les tiens à jour? C'est une question de... J'ai une feuille papier, au bout d'un moment, l'entreprise n'est plus là, etc. Comment est-ce que toi tu tiens à jour ton système? Alors, là, c'est parce qu'en fait, il y a un nombre d'acteurs hallucinant. Absolument. En fait, rien qu'en service d'aide à domicile, il y en a plus de 15 000 sur le territoire national, entre les organismes privés, publics, associatifs, etc., parce que les CCAS délivrent des services, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, je ne vais pas vous révéler toute notre stratégie, évidemment, parce que c'est aussi là notre cœur de métier, c'est toute la pertinence de My Autonomy, ces bases de données, la granularité des informations et la tenue à jour de tout ça, l'enrichissement, c'est vraiment notre cœur de métier. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on s'y prend? Quand on va développer une thématique métier, on va mettre autour de la table, on va consulter les professionnels et les experts secteurs. On va mettre autour de la table les fédérations, les organismes de labellisation, certification, les financeurs, ceux qui vont délivrer des services pour bien encadrer d'un point de vue réglementaire, définir les contours réglementaires et de valorisation de la qualité de service de financement de la thématique métier. À partir de là, on va définir un cahier des charges avec des critères d'éligibilité que les professionnels qu'on va aller chercher dans nos bases de données vont devoir respecter obligatoirement. Et donc, grâce à ces critères, nous, on va pouvoir les identifier grâce à des codes NAF, grâce à un certain nombre d'éléments que je ne divulguerai pas, qui nous permettent de les identifier. On va chercher toutes ces bases de données que nous intégrons et c'est notre point de départ. Et à partir de là, donc, on va aller chercher tous ces acteurs de façon massive pour qu'ils viennent enregistrer leurs informations dans nos bases de données. Et nous avons un système quasi automatisé. Je ne vais pas dire semi-automatisé parce qu'on est automatisé à plus de 80% justement sur le traitement de nos bases de données, sur l'identification d'erreurs, sur l'identification de disparitions, de modifications au niveau du SIRET, au niveau de plein de choses, de la démarche qualité, qui nous permet justement d'avoir un suivi, un tracking hyper précis de tout ce qui se passe justement au niveau de l'actualité et de l'actualisation de toutes ces structures et avec des systèmes de relance, de présence, etc. etc. Et c'est ce qui fait toute la pertinence de My Autonomy. C'est bien sûr l'outil final qui va permettre de simplifier et de faire gagner du temps, mais c'est surtout la qualité des informations qu'on va pouvoir donner, bien sûr, qui vont être fiables, exhaustives, à jour, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types d'acteurs qui seraient potentiellement intéressés par utiliser ton système? Parce que j'imagine qu'il y a les care managers, oui, tout à fait. J'imagine qu'il y a les plateaux de téléassistance, évidemment. Alors, ceux qui vont développer, par exemple, des solutions de conciergerie, d'accompagnement, tout à fait. On a des super pistes de ce côté-là. On travaille avec des caisses de retraite, donc comme AG2R, La Mondiale, Malakoff Humanis et d'autres en perspective. On va travailler donc avec des PTA, avec des DAC, les plateformes territoriales d'accompagnement, qui ont vraiment aussi ce rôle de coordination d'information. On travaille avec tous les CCAS de la métropole Nice-Côte d'Azur actuellement. Et on va travailler avec des assistantes sociales au niveau des groupements hospitaliers et de cliniques, également sur la coordination et retour à domicile donc, des patients. Donc en fait, tous les professionnels qui vont être en lien avec des aidants et des aidés. Et bien sûr, le care management qui est un métier en pleine effervescence. Énormément de pistes de développement et c'est vrai qu'au niveau des conseils départementaux, notamment les directions de l'autonomie avec les évaluateurs APA, les évaluateurs PCH pour tous ceux qui font la mise en œuvre du plan d'aide également, c'est absolument central. Est-ce qu'on peut imaginer que ton système soit par exemple uploadé ou ajouté sur un site d'un département par exemple pour que moi aidant je puisse déjà faire utiliser ton système et faire ma propre petite recherche? Absolument, tout à fait. On a
a ce qu'on appelle un widget, là-bas c'est on des a le widgets. C'est des widgets, absolument, c'est on a ça. le widget, par exemple, qui est déjà intégré. On a déjà fait un premier partenariat avec Malakoff Humanis où on a intégré le widget téléassistance sur leur site Essentiel Autonomie. Donc c'est en marque blanche. Et donc effectivement, tous les internautes qui vont sur le site Essentiel Autonomie, il y a un lien. C'est découvrir ou aller plus loin avec le comparateur téléassistance, et ils arrivent dans un environnement où ils vont pouvoir faire une recherche, ils vont pouvoir trouver des réponses, des solutions, et après en bout de course aussi être reliés au conseiller Malakoff pour une prise en charge, pour aller plus loin, etc. etc. Comment est-ce que tu me garantis que tu références les acteurs de manière objective, sans privilégier tel ou tel assesseur ou tel service à domicile? Comment est-ce que tu garantis ça en fait? Tout est traduit par notre modèle économique. Clairement, en fait, on est vraiment sur quelque chose d'assez singulier, d'assez nouveau dans ce secteur d'activité, puisqu'en fait, toute cette partie de référencement est totalement gratuite. C'est-à-dire que nous ne souhaitons absolument pas favoriser un partenaire, un prestataire plus qu'un autre au niveau des résultats de recherche. La seule fois où il va y avoir, j'allais dire, un prestataire épinglé éventuellement, notamment en téléassistance, c'est lorsqu'il va y avoir une délégation de service public ou un marché public sur le faire département. passer un peu l'institution avant l'acteur public. Là, un peu comme Google qui référence les points .gouv avant les points .com. Alors c'est parce que c'est un partenariat particulier, qu'il y a des accords particuliers. Ce n'est pas parce que nous le souhaitons, mais c'est simplement qu'il faut effectivement pouvoir faire avancer ce type de réponse. Mais sinon, dès qu'on arrive sur les résultats de recherche, c'est un affichage aléatoire. Après, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir trier, filtrer, etc. Selon la démarche qualité, la proximité, la base tarifaire, etc. On va pouvoir. Mais nous ne choisissons absolument, nous ne prenons aucun parti sur l'affichage et à pousser telle ou telle solution. Alors, d'où vient ton revenu en fait? Alors, il est totalement porté par les utilisateurs de nos solutions, c'est-à-dire que les prescripteurs. Donc le département, par exemple, c'est un département, c'est un CCS, c'est ça. Oui, en fait, pour le gain de coût, ils payent le système. Qualité d'accompagnement donc de leurs adhérents, de leurs clients, etc. Gain de temps absolument énorme. C'est vraiment de l'efficience qu'on voit à travers. Moi, je vois un intérêt, c'est qu'avec la vague qui va arriver de baby boom dans quelques années, ils vont pouvoir gérer avec ton système, ils vont pouvoir gérer plus de monde avec autant de personnel, ou même moins de personnel. Leur métier, ce n'est pas de passer leur temps à chercher des solutions. Le métier des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, etc., des conseillers sociaux aujourd'hui, c'est d'accompagner les personnes donc dans la relation humaine déjà, premièrement, et ensuite effectivement de leur donner les bonnes réponses pour pouvoir les aiguiller au mieux, leur faire gagner du temps, leur faire gagner également en confort, en sécurité, sur l'accompagnement, sur la délivrance des bonnes informations, pour une mise en place rapide des solutions pour un maintien à domicile. Clairement, on est vraiment là-dessus. Et à aucun moment, c'est passer des heures à essayer de trouver le bon prestataire qui va répondre aux besoins de la personne. À aucun moment. Et on vient vraiment s'intégrer à ce niveau-là pour, encore une fois, accélérer et donner plus d'efficience dans ces missions d'information. Dans 5 ans, tu vois comment My Autonomie? Dans 5 ans, pour moi, on est déployé sur le territoire national. Je suis en train de travailler avec des accords nationaux avec des organismes publics, etc. Donc vraiment une grosse distribution de l'offre. Et surtout, en fait, on a une vraie stratégie de développement autour de création donc de thématiques complémentaires, parce qu'on fonctionne en fait par thématique métier. On a déjà référencé plus de 98% de tous les prestataires nationaux de la téléassistance, donc on a, j'allais dire, une offre quasi exhaustive. On est en train de créer celle donc des services d'aide à domicile. On est à plus de 20% du marché national déjà, donc c'est une belle base de données. Et par la suite, donc, nous allons créer la thématique métier sur l'adaptation du lieu de vie, le matériel médical et de confort, la santé à domicile, la mobilité, financement du reste à charge, etc., l'alternative à l'EHPAD. En fait, toutes les thématiques complémentaires qui vont concourir à un accompagnement global, une prise en charge globale du besoin de la personne sur son autonomie à domicile. Et c'est bien effectivement l'ensemble de ces thématiques à un moment qui va permettre de répondre et d'accompagner véritablement les personnes dans ce contexte-là. Donc on va développer justement en complémentarité pour être extrêmement transversal justement sur cette prise en charge et être vraiment global et accompagner tous ces professionnels. Dernière partie que j'aurais voulu aborder avec toi, c'est donner un peu d'espoir aux startups de la Silver Economy.
Tu as un parcours qui, moi, est quand même assez, je trouve ça assez génial. C'est qu'en fait, tu as d'abord eu un premier business model qui n'a pas forcément fonctionné tel que tu l'imaginais, et après tu as changé de business model. Donc je veux dire, pour ceux qui nous écoutent, ça peut être possible. Est-ce que tu peux raconter, si tu acceptes en fait ce changement, Oui, avec plaisir. et pour donner l'espoir un petit peu à ceux qui nous écoutent et qui peuvent galérer sur la circular economy, et puis qui vont, à force de tester, ils vont trouver la solution. C'est ça, il faut vraiment faire preuve de souplesse, d'agilité. Chez toi, c'est vraiment un changement. Alors, c'est la même philosophie, mais quand même un changement de cible. Alors c'est un changement de cible, mais qui faisait pour moi partie du projet initial. Dans le sens où c'était mon métier avant de créer My Autonomy. J'étais donc ingénieur commercial en développement des partenariats prescripteurs sur le territoire national pour Arkea Assistance, donc filiale du Crédit Mutuel Arkea, sur la partie téléassistance. Et mon objectif, c'était d'abord effectivement de créer une plateforme grand public pour donner de l'accès, donner de la visibilité, tester et vérifier si ce modèle effectivement allait fonctionner. Donc avec un système de vente de leads, donc je captais la data des internautes qui souhaitaient aller plus loin dans la mise en relation, dans la contractualisation, et donc je vendais du lead chaud qualifié aux prestataires qui étaient référencés sur ma plateforme. Ça a été très intéressant, une expérimentation de 3 ans et demi qui ont permis clairement de valider l'appétence de l'ensemble des parties prenantes, aidants et des Absolument. Et ça m'a permis en fait véritablement d'aller même plus vite sur la phase 2 du développement de My Autonomy. Alors après, je pensais que cette plateforme grand public, j'allais pouvoir la garder vivante, toujours active, et finalement au niveau stratégique, c'était pas du tout intéressant parce que déjà c'est un modèle économique extrêmement difficile à tenir parce qu'il faut créer vraiment beaucoup de flux sur cette plateforme grand public pour générer suffisamment de leads pour finalement être rentable. Très très compliqué avec un budget start-up justement, c'est compliqué. Donc finalement, moi j'ai pris la décision d'arrêter cette plateforme grand public et plutôt de développer des produits qu'on va pouvoir intégrer sur le site internet de nos partenaires. On parlait du widget tout à l'heure, où finalement on va bénéficier, j'allais dire, de la visibilité du flux d'internautes de nos partenaires, comme le site Essentiel Autonomie qui a un gros volume pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Donc, j'ai revisité le modèle économique, on a redéveloppé complètement effectivement la solution, les interfaces, etc. On a refait un travail complètement de fond, donc presque un redémarrage entre guillemets à zéro il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près. Par contre, avec une expérimentation, j'ai pris un train d'avance. D'accord. J'ai pris une longueur d'avance. La première phase a permis de réduire le temps de développement de la Et solution. aujourd'hui, qui permet de positionner justement My Autonomy de façon extrêmement efficace et légitime par rapport à ce secteur d'activité grâce justement à toute cette expérimentation qu'on a fait en amont. C'était un laboratoire qui nous a permis aujourd'hui de sortir une solution efficace et relativement pertinente a priori. Et une conclusion à l'émission? Merci Frédéric. Merci. C'est tout? Ben voilà. Notre conclusion, c'est la seule conclusion? C'est la seule conclusion, d'accord. C'est la seule conclusion. Super, merci. Merci Marie Vial. Je rappelle que tu es présidente, fondatrice de My Autonomy. Merci beaucoup. C'est ça, merci.